Bonjour et bienvenue. Alors, on se fie à nos sens en permanence. C'est notre interface avec le monde, quoi. Mais, et si je vous disais qu'en fait, ils nous mentent? Ou en tout cas qu'ils nous cachent une énorme partie de la réalité? C'est le voyage un peu vertigineux qu'on va faire aujourd'hui, en s'appuyant sur des extraits d'un livre de Neil deGrasse Tyson, Death by Black Hole. La mission, en fait, c'est de voir comment la science agit un peu comme une extension de nos sens, un super pouvoir qui nous ouvre les yeux sur un cosmos, totalement invisible. C'est exactement ça. C'est une très bonne image. Nos sens, il faut les voir comme un kit de survie. Un kit ultra perfectionné pour, disons, la savane africaine. Pour ça, ils sont incroyables. Mais pour comprendre l'univers dans son ensemble, ce kit est vraiment limité. La science, c'est l'ensemble des outils qu'on a dû inventer pour voir au-delà. Alors, parlons de ce kit justement. Parce que, quand on y pense, la plage de nos sens est folle. Le livre donne des exemples qui sont frappants. L'oreille, par exemple, peut entendre le bruit assourdissant d'une navette spatiale, Mhm. mais aussi le tout petit bourdonnement d'un moustique. Le toucher, pareil, il sent une boule de bowling, mais aussi une fourmi d'un milligramme. C'est prodigieux. C'est prodigieux en étendue, oui, tout à fait. Mais, et c'est le point crucial du texte, ce qu'on gagne en étendue, on le perd en précision. Et surtout, nos sens fonctionnent de manière logarithmique, pas linéaire. Logarithmique. Oula, Oui. c'est un mot un peu technique. Ça veut dire quoi, concrètement pour moi? L'exemple de l'éclipse solaire est parfait pour ça. Pour que la plupart des gens, dans la rue, remarquent que la lumière baisse, Oui. il faut que la Lune cache plus de 90% du disque du Soleil. Attendez, 90%, mais c'est énorme. On devrait être dans le noir, non? Ça veut dire que notre cerveau nous protège. Il lisse les variations. C'est une excellente façon de le voir, oui. Si nos yeux étaient linéaires, le moindre nuage qui passe serait perçu comme un changement dramatique. On serait saturé d'informations. L'échelle logarithmique permet de gérer une plage immense. C'est pour ça que l'échelle des décibels pour le son est logarithmique. Ah d'accord. Pour qu'on perçoive un son comme 2 fois plus fort, il faut en réalité que son énergie soit multipliée par 10. Ah oui, quand même. C'est la même chose pour l'échelle de Richter. Donc, si je résume, on vit dans une sorte de réalité filtrée, taillée sur mesure pour qu'on survive sur Terre, mais qui, du coup, nous rend complètement aveugles au reste. C'est une très bonne synthèse. Nos sens sont géniaux pour nous dire attention, prédateur ou il fait nuit, va dormir. Mais pour comprendre la nature de la lumière ou la structure du cosmos, ils sont quasi inutiles. C'est là qu'on a besoin d'outils, d'extensions. Le travail de n'importe quel instrument scientifique, c'est de dépasser nos sens. Et j'adore l'exercice de pensée que le texte propose là-dessus, d'imaginer ce qu'on verrait si on était né avec ces instruments déjà intégrés, si on avait des yeux réglables. C'est fascinant. Ah oui, c'est vertigineux. Imaginez, vous réglez vos yeux sur les ondes radio. D'accord. Le ciel de jour, tout bleu et lumineux, deviendrait d'un noir profond. Pourquoi? Parce que notre Soleil est une étoile assez calme en radio. Par contre, en plein jour, vous verriez une tache incroyablement brillante en direction du Sagittaire. Et ce serait... Le trou noir supermassif au centre de notre galaxie. C'est complètement dingue, on verrait ça en plein après-midi. Exactement. Et en micro-ondes alors? En micro-ondes, ce serait encore plus étrange. Tout le ciel, dans toutes les directions, de jour comme de nuit, brillerait d'une lueur quasi uniforme. Ah oui? Ce serait le fond diffus cosmologique, l'écho du Big Bang, visible en permanence. Et si on passait aux rayons X, on verrait les endroits les plus violents d'univers. La matière en train de spiraler, de hurler avant d'être avalée par les trous noirs. On verrait l'invisible. Et ça s'arrête pas là. Si on avait des détecteurs magnétiques, la boussole n'aurait jamais existé. Le nord serait une évidence, une sensation. Comme une sorte de pente dans l'espace. Exactement, comme les oiseaux migrateurs. C'est un super pouvoir qui existe déjà dans la nature. C'est fou. Absolument. Mais l'idée la plus révolutionnaire, je trouve, c'est celle des analyseurs de spectres dans nos rétines. Ah, alors celui-là, oui. Si on avait ça, on connaîtrait la composition chimique de tout ce qu'on regarde. On verrait l'azote, l'oxygène dans l'air. Et surtout, on aurait su, il y a des milliers d'années, que les étoiles sont faites des mêmes éléments que la Terre. C'est dingue. Et en même temps, vous dites que c'est exactement ce qu'on a créé. Comment ça marche, de ces analyseurs externes? Et en regardant de très très près, on a vu que cet arc-en-ciel n'était pas parfait. Il était zébré de milliers de fines lignes sombres. Des sortes de trous dans les couleurs. Exactement.
Et le moment de génie, ça a été de comparer ces lignes à celles qu'on obtenait en laboratoire. Quand on brûle un élément, de l'hydrogène, du sodium, il n'émet pas toutes les couleurs. Il émet de la lumière sur des lignes très précises, une sorte de code-barre lumineux unique pour chaque élément. D'accord, un code barre. Et on a découvert que les codes-barres manquants dans la lumière du Soleil correspondaient parfaitement aux codes-barres des éléments qu'on connaissait sur Terre. Hydrogène, hélium, fer, carbone. Attendez. Ça veut dire que l'atome de carbone dans ma main, là, il se comporte Et exactement de la même manière. que celui dans une étoile à des millions d'années-lumière. C'est une idée presque difficile à accepter tellement elle est profonde. Les règles du jeu sont les mêmes partout. C'est le pilier de toute l'astrophysique moderne. Exactement. L'universalité des lois de la physique. On le vérifie tous les jours. Et le texte raconte une anecdote géniale là-dessus, celle du nébulium. Nébulium. Au XIXe siècle, des astronomes regardent les nébuleuses et ils voient un code-barre lumineux qu'ils ne reconnaissent pas. Il ne correspond à aucun élément connu. Du coup, ils pensent avoir découvert un nouvel élément. Ils le baptisent nébulium. Comme dans un film de science-fiction. Ils devaient être incroyablement excités. Ah oui, ils ont publié des articles, sauf que la réalité était encore plus élégante. Des décennies plus tard, on a compris que le nébulium n'existait pas. Ah, C'était juste de l'oxygène, mais de l'oxygène dans des conditions de vide quasi parfaites, des conditions qu'on ne pouvait pas reproduire en labo à l'époque. Dans ce vide, les atomes d'oxygène se comportent d'une manière interdite dans des conditions normales. La leçon, c'est que les lois de l'atome sont universelles, c'est l'environnement qui change. c'est une belle histoire. Et ça m'amène aux images de Hubble ou du James Webb. On voit ces nébuleuses avec des couleurs flamboyantes. Mais on vient de dire que nos yeux ne voient qu'une toute petite partie du spectre. Du coup, ces couleurs, elles sont réelles ou c'est juste pour faire joli? C'est un débat passionnant. La plupart de ces images sont en effet une traduction. Les scientifiques assignent une couleur visible, disons rouge, vert ou bleu, à une longueur d'onde que nos yeux ne peuvent pas voir. Par exemple, on peut dire l'infrarouge sera affiché en rouge, l'hydrogène en vert et les UV en bleu. D'accord. Mais alors, si un artiste peut choisir d'assigner le rouge à l'infrarouge, un autre pourrait pas l'assigner au bleu? Il y a une convention ou c'est purement esthétique? C'est une excellente question. Non, ce n'est pas purement esthétique. C'est avant tout scientifique. Le but est de révéler de l'information. En assignant une couleur à l'hydrogène, on voit tout de suite sur l'image les zones où des étoiles naissent. Une autre couleur pour la poussière, et on voit où la matière se regroupe. Ce ne sont pas de fausses couleurs. C'est une représentation visuelle de données bien réelles. C'est comme si on équipait nos yeux de capteurs pour l'infrarouge et qu'on traduisait ces signaux pour notre cerveau. Allez, petit jeu rapide, pour voir à quel point même notre vision du ciel est biaisée. Je suis prête. Première idée reçue. Les étoiles les plus brillantes dans le ciel, ce sont les plus proches. Vrai ou faux? Ah, classique. Et c'est faux. Complètement faux. Ah bon? La plupart des étoiles qu'on voit à l'œil nu ne sont pas du tout nos voisines. Ce sont des géantes ou des supergéantes, des monstres des milliers de fois plus lumineux que notre Soleil. Elles sont très très rares, mais leur éclat est tel qu'on les voit de très très loin. Le ciel nocturne est une illusion d'optique en fait. Il nous fait croire que ces étoiles sont la norme. C'est totalement contre-intuitif. Deuxième idée, le soleil se lève toujours plein est. Encore faux. Ça n'arrive que 2 jours par an, aux équinoxes. Seulement 2 jours. Oui, le reste de l'année, en été, il se lève au nord-est et en hiver au sud-est. C'est une observation simple, mais ça montre à quel point on regarde sans vraiment voir. Ce qui nous amène à une expérience magnifique que le livre appelle « la science du bâton dans la boue ». Mais un bâton? Sérieusement, j'ai du mal à croire qu'on puisse en tirer autant d'infos. Et pourtant, c'est l'illustration parfaite qu'un outil simple et une observation rigoureuse surpassent n'importe quelle intuition. C'est très simple à faire. Vous plantez un bâton bien droit dans le sol. Chaque jour, vous observez son ombre. Ok, Le moment où l'ombre est la plus courte, c'est le midi solaire. La direction de cette ombre vous donne l'axe nord-sud. Et voilà, avec un bâton, vous avez fait une boussole et un cadran solaire. d'accord, ça je vois. Mais ça va plus loin, j'imagine. Ah oui, c'est là que ça devient fascinant. Si vous marquez la position du lever du soleil chaque jour, vous le verrez se déplacer sur l'horizon. Les points extrêmes de ce déplacement, au nord-est et au sud-est, ce sont les solstices, le jour le plus long et le jour le plus court. Le point au milieu, c'est l'équinoxe. On redécouvre les saisons, en fait.
Exactement. Mais le plus fou, c'est l'analème. Si chaque jour, à la même heure, disons midi pile à votre montre, vous marquez la pointe de l'ombre, Oui. les points ne seront pas au même endroit. Au bout d'un an, ils auront dessiné une figure en forme de 8 allongée. Un 8. Oui. Et cette forme, cet analème, est une mine d'or d'informations. Sa hauteur vous renseigne sur l'inclinaison de l'axe de la Terre. Et le fait que les boucles du 8 soient asymétriques vous révèle que l'orbite de la Terre n'est pas un cercle parfait, c'est une ellipse. C'est incroyable. Ce simple dessin contient des infos sur l'inclinaison de notre planète et la forme de son orbite. C'est de la mécanique céleste avec un bout de bois. Le parcours est génial. On a commencé en se sentant un peu floué par nos sens et on termine avec cette idée que la science nous a donné des lunettes cosmiques. On peut lire la composition des étoiles, voir la naissance de l'univers. L'univers est tellement plus vaste et étrange que ce que notre biologie nous laisse voir. C'est ça. Et il faut se rappeler que la science ne consiste pas seulement à trouver des réponses, elle consiste surtout à inventer de nouvelles façons de poser les questions, en ouvrant ces nouvelles fenêtres. À chaque fois qu'on a ouvert une fenêtre, les ondes radio, les rayons X, on a découvert des pans entiers de la réalité qu'on n'imaginait même pas. C'est une belle façon de conclure. Mais pour vraiment laisser une dernière pensée, le texte de Tyson évoque des fenêtres qu'on commence à peine à entrouvrir. Pensez aux télescopes à neutrinos, ces particules fantômes. Un jour, ils nous permettront peut-être de voir en direct ce qui se passe au cœur du Soleil. Ou les détecteurs d'ondes gravitationnelles qui écoutent les vibrations de l'espace-temps lui-même, comme la collision de deux trous noirs. Waouh. La vraie question, celle avec laquelle je voudrais qu'on reparte, c'est et si, sachant que chaque nouvelle fenêtre a tout bouleversé, qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté de celle-ci? Qu'allons-nous découvrir que nous sommes, aujourd'hui, incapables même d'imaginer?